Gilets jaunes, retraite, climat, violences policières, de nombreuses mobilisations citoyennes ont marqué ces dernières années. Urbains, ruraux, minorisés, jeunes, syndiqués sont descendus dans la rue pour se faire entendre par la classe politique, même si nos dirigeants sont souvent restés insensibles à leurs revendications. Dans cette série de vidéos, on a voulu analyser les freins comme les moteurs à la révolte populaire. Psychologiques, sociologiques, médiatiques ou encore culturels, les obstacles sont nombreux. Des mécanismes qui peuvent nous animer comme nous paralyser, individuellement comme collectivement. Bienvenue dans Révolte. Je suis là parce que je considère ce gouvernement complètement illégitime. J'entre en grève de la faim. 6 cortèges différents qui sont en train de partir. Ça aurait pu être eux qui sont morts le 27. C'est pour ça que les gens ils se révoltent. Parce que c'est trop. Parce que c'est trop. Dans le premier épisode, on a abordé l'histoire de la Révolution française et les sentiments révolutionnaires qui l'ont accompagnée. Des émotions qui nous manqueraient à nous, à notre époque. Un levier individuel pourtant obligatoire à toute révolte populaire. Nous sommes en pleine crise démocratique, climatique, et qu'est-ce qui nous empêche, à nous, à notre échelle individuelle, de nous révolter pour faire évoluer la situation? C'est ce qu'on s'est demandé, mais aussi ce qui se passait dans nos têtes, justement, quand on parle de révolte. Et plus particulièrement, les freins au passage à l'acte et à la mobilisation citoyenne. Aurore Grandin est docteure en sciences cognitives. Elle a justement dédié sa thèse aux barrières psychologiques qui nous empêchent de prendre part à la lutte contre le changement climatique. Et pour elle, ces obstacles sont pour beaucoup des biais cognitifs. En fait, il s'agit de mécanismes, de réflexes psychologiques, qui sont souvent définis comme des déviations systématiques à la logique. En gros, une manière de toujours aller à contre-courant de la réponse rationnelle. Et des réflexes de ce type, on en a beaucoup. Et ils influent d'ailleurs sur tout un tas d'aspects de notre vie et de nos manières d'agir. D'après Aurore Grandin, c'est avant tout une façon de nous protéger, de ce qui pourrait nous impacter, mais aussi de ce qui nous fait peur. Souvent en psychologie, on va parler de distance psychologique du changement climatique. C'est l'idée que c'est quelque chose qui va être perçu comme lointain dans le temps, dans l'espace, quelque chose qui est abstrait, qui arrive à d'autres personnes et pas à nous. Mais c'est aussi quelque chose qui est un peu controversé parce que, en fait, quand on demande aux gens sur toute la planète, est-ce que vous pensez que le changement climatique c'est maintenant ou c'est plus tard, les gens répondent de manière assez massive qu'ils savent que le changement climatique a lieu maintenant, aujourd'hui, en ce moment. Mais en fait, quand on a d'autres sondages d'opinion qui demandent par exemple aux gens de faire des classements dans quelles sont les crises politiques, quels sont les éléments qui sont prioritaires pour eux, on voit que les questions environnementales, climatiques, elles sont souvent beaucoup plus bas dans les classements par rapport à des questions, l'inflation, le pouvoir d'achat, le chômage, questions vraiment du quotidien. Donc finalement, cette histoire de fin du mois, fin du monde, en quelque sens, on se rend compte que c'est assez vrai d'une certaine manière. Il y a pas mal de facteurs, je pense, qui peuvent expliquer un peu cette distance-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas forcément vécu de crise climatique. Un des éléments qui est souvent mis en avant pour expliquer la distance psychologique, ça va être le biais d'immédiateté, qui est un biais cognitif spécifique qui affecte un peu nos préférences temporelles, qui fait que les gens, de manière générale, ont plus tendance à préférer être focalisés sur le présent, donc préférer une récompense présente plutôt qu'une récompense plus élevée mais qui a lieu plus tard dans le futur. Ou à l'inverse, ils vont prêter plus attention à une menace qui est immédiate directement plutôt que quelque chose qui est perçu comme arrivant dans le futur. Donc évidemment, il y a plein de variations, il y a plein de différences interindividuelles. C'est pas la seule chose qui guide notre rapport au temps, mais effectivement, ça joue un petit peu. Les gens ont tendance à percevoir le changement climatique comme quelque chose qui est une menace un peu plus lointaine dans le temps, quand on n'est pas là tout de suite pris dans une catastrophe climatique. Certains événements sont difficiles à envisager. Ils peuvent paraître trop lointains, mais surtout trop irréels. Pourquoi s'engager pour quelque chose que l'on ne peut pas imaginer, qui nous dépasse, alors qu'on est confronté à des problématiques concrètes, là, tout de suite? On règle d'abord le concret, puis on verra ensuite pour le reste. Et puis peut-être que le reste, ça n'arrivera pas vraiment. Pas à nous en tout cas. Un autre biais cognitif qui intervient dans notre rapport par rapport au changement climatique, ça va être le biais d'optimisme. Donc c'est un biais qui affecte pas mal notre perception des risques en fait. C'est une tendance à sous-estimer la probabilité que quelque chose de négatif nous arrive et aussi de surestimer que quelque chose de positif nous arrive. On va avoir tendance à croire qu'on a plus de chances de gagner à la loterie qu'en réalité on en a, ou qu'on a moins de chances de contracter un cancer, d'avoir un accident de la route qu'en réalité. En fait, c'est un biais cognitif qui est vraiment comparatif. On parle aussi d'optimisme comparatif parce que les gens ont tendance à penser qu'eux, ils sont moins exposés que les autres, ils ont moins de chances d'avoir un cancer, etc. Et c'est vrai aussi pour les risques environnementaux. Sur des sondages états-uniens, par exemple, on a des données qui montrent que quand on demande aux gens est-ce que vous croyez dans la réalité du changement climatique, on est autour de 70% des gens qui croient que ça a lieu, que c'est quelque chose de réel. Quand on leur demande est-ce que vous pensez que ça va affecter la population américaine, on est plus autour de 60%.
Et quand on leur demande est-ce que vous pensez que vous allez être affecté, on tombe plutôt autour de 45%. Et on s'en rend compte aussi quand on travaille sur l'adaptation au changement climatique, la préparation des gens aux crises. C'est quelque chose dont les gens n'ont souvent pas conscience, ils n'ont pas l'impression qu'eux-mêmes vont être victimes. Ils ont l'impression que c'est quelque chose qui a lieu dans d'autres pays. Et certes, les pays du Sud sont un peu plus exposés, mais c'est une réalité aussi chez nous qu'on connaît des crises climatiques. Un biais cognitif qui est assez proche du biais d'optimisme, en fait, c'est un effet de supériorité à la moyenne. C'est plus la manière dont les gens s'évaluent, eux, par rapport aux autres, sur leurs compétences, leurs traits de personnalité. Et donc ça opère dans pas mal de domaines, en fait. Cet effet de supériorité à la moyenne, on le voit quand on demande aux gens « est-ce que vous pensez que vous êtes plus ou moins généreux que la moyenne ?» On va voir des échantillons où on va avoir 70% des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que la moyenne. Sauf que si on pense qu'il y a quand même des différences en termes de générosité, tout le monde ne peut pas être meilleur que tout le monde. Donc ça montre qu'il y a quand même peut-être un biais dans la perception. Donc il y a plein d'études en psychologie sociale qui sont faites sur cette thématique et en particulier il y a des études qui ont été faites sur les comportements pro-environnementaux où on demande aux gens est-ce que vous êtes plus ou moins éco-responsables que la moyenne des Français. Et là on se rend compte aussi qu'on a des réponses où les gens massivement disent qu'ils sont plus éco-responsables que la moyenne. Bref, si je résume, on sait que le changement climatique, c'est quelque chose de bien réel. Mais à notre échelle, on a du mal à dire qu'on va être réellement impacté, et on pense déjà faire tous les efforts nécessaires pour le ralentir. Mais alors, est-ce qu'on se dit vraiment tout ça? Ces biais cognitifs, est-ce qu'ils sont vraiment les mêmes pour tout le monde? Les biais cognitifs, on suppose que c'est un mécanisme un petit peu universel qui se développe dans le cerveau, mais en fait, notre cerveau, il est présent dans un monde social, il s'incarne dans une personne, dans des groupes, et donc il y a tous ces aspects-là aussi qui interviennent et qui vont moduler l'expression d'un biais cognitif. Donc il va être différent selon la culture, selon le genre, selon l'âge, selon le niveau socio-économique. Cet effet de supériorité à la moyenne, on voit qu'il est un peu plus marqué pour certains traits dans des milieux qui sont plus aisés. Donc quand on est un peu plus riche, plus éduqué, on a plus tendance à se penser meilleur, plus généreux que les autres. Ces biais cognitifs, ils ne sont évidemment pas spécifiques au changement climatique. Ils sont présents dans tous les pans de notre vie. La scolarité, le travail, les relations interpersonnelles, les prises de décision, etc. Si on prend par exemple le biais de confirmation, qui consiste à privilégier les informations qui confirment nos idées préconçues ou nos hypothèses. Eh bien Aurore Gandin explique qu'il peut jouer dans les adhésions politiques mais aussi dans la croyance en la science ou au contraire aux fake news. Et donc de la même manière, chacun des biais peut avoir un effet sur différents types de révoltes, qu'elles soient syndicales, politiques ou sociales. Il peut aussi y avoir des cas où les biais cognitifs favorisent en fait la prise d'action en faveur du climat et typiquement il y a pas mal d'interventions qui consistent à essayer de s'appuyer sur ces biais-là pour changer les comportements des gens. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le biais de statu quo. C'est un peu un biais d'inertie, le fait qu'on a un peu du mal à changer de comportement. C'est peut-être un mot un peu compliqué pour juste parler de la force des habitudes. Une fois qu'on a mis en place une habitude, c'est difficile de changer parce qu'on a tendance à surestimer les coûts de transition, etc. Donc ça veut dire que si on est installé dans une habitude polluante, ça va être difficile d'en changer. Mais ça veut aussi dire que si on met en place des habitudes qui sont éco-responsables, à l'inverse, c'est quelque chose qui peut être assez stable. Il y a une tendance aussi peut-être à sous-estimer de manière assez large l'engagement des personnes autour de nous ou dans l'ensemble de la population pour les questions climatiques. Parce que ce sont des sujets qui sont très marqués politiquement, donc des fois ça incite un petit peu à la censure pour pas faire trop de remous. Le sujet climatique, c'est vraiment une question de coopération à l'échelle internationale et on sait que dans ce cadre-là, les gens ont tendance à être assez méfiants parce qu'ils sont plus dans une logique de coopération conditionnelle. Donc je me mets à agir pour le changement climatique seulement si je sais que le reste de la planète s'y met, que le reste des Français s'y met. Les questions environnementales, c'est des questions de gestion de ressources, c'est des problèmes d'action collective. Personne n'a envie d'être la seule personne à agir parce que ça n'a aucun sens. On parle souvent de dilemme du prisonnier, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a besoin que tout le monde coopère de manière coordonnée pour que ça marche, mais pris du point de vue individuel, la stratégie la plus efficace, c'est celle d'être un passager clandestin, c'est-à-dire être la seule personne qui fait rien pendant que tout le monde agit. S'il y a toutes les milliards de personnes sur la planète qui font des efforts énormes pour baisser leur empreinte carbone jusqu'à 2 tonnes et que moi je reste à 10 tonnes, 20 tonnes, c'est rien. À l'échelle mondiale, ça fait aucune différence. Comme on est dans cette situation-là où il peut y avoir des passagers clandestins et on réussit quand même à atténuer le changement climatique, c'est une tentation qui est assez forte et c'est aussi quelque chose qui suscite de la méfiance au sens où nous, on n'a pas envie d'être les seules personnes qui coopèrent pendant qu'il y a le reste de la planète qui fasse un peu n'importe quoi, qui consomme autant qu'il veut, etc. S'il y a autant de freins cognitifs à la révolte, comment ça se fait que Camille Etienne et 5 autres activistes se soient rendus au Brésil en voilier pour militer à la COP30? Ou alors que plus de 50 000 autochtones et activistes manifestent à la COP30? Ou encore que les riverains de l'A69 ne cessent de se mobiliser contre la construction de l'autoroute? Comment certains passent le pas? En gros,
C'est quoi le déclic à la révolte ? J'aurais tendance à dire que c'est toujours plus facile de s'engager quand on fait déjà partie d'un groupe qui agit dans ce sens-là. Il y a vraiment une influence très forte des normes sociales de notre groupe, donc ce qui est jugé comme étant normal et habituel de faire. Donc si on est dans un groupe pour qui c'est normal de ne pas manger beaucoup de viande, d'aller en manifestation, de faire les marches pour le climat, etc., c'est quelque chose qui va forcément être beaucoup plus simple. Donc. Mais après, il y a aussi des aspects sociaux, des clichés sur ce qu'est l'action éco-responsable, le fait d'identifier en fait l'action responsable à être un hippie, à être quelqu'un qui est un peu foufou, amoureux de la nature, etc. Et donc il y a aussi un certain nombre d'actions pour lesquelles les gens peuvent avoir un peu peur ou peuvent avoir des stéréotypes. Typiquement, si on pense à des engagements dans des associations, dans des organisations environnementales, c'est pas quelque chose qui est non plus peut-être fait pour tout le monde ou pour lequel c'est facile de passer le cap si on est la seule personne dans son entourage à faire ça. Donc ça peut être aussi une première manière de commencer, de mettre en place des petites actions individuelles. Et après, peut-être que par ce biais-là, on peut faire des rencontres et plus facilement rentrer dans des cercles qui ont cette identité environnementale et ces actions-là. Mais je dirais que ce collectif, il va forcément nous entraîner plus facilement vers d'autres actions. L'une des réponses serait donc de faire collectif. Que ce soit dans des groupes militants, avec nos proches, ou dans des groupes sociaux qui nous ressemblent, ça dépend sûrement de la lutte en question. Pour comprendre ce qui fait fonctionner une révolte, justement, on va revenir à une échelle plus globale. Dans le prochain épisode, on s'intéressera au cas des Gilets jaunes. Pourquoi cette lutte a pris et a perduré dans le temps ? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait pu réinventer les modes de révolte et motiver des personnes souvent loin des milieux militants ?